Bonsoir à tous, bienvenue sur 2EF TV. Au sommaire de ce journal, nous avons 150 élèves burkinabés à l'école de l'agroécologie et de l'art plastique. L'initiative est du centre Napam Beogo à Ouagadougou où nous irons dans la première partie de ce journal pour comprendre ce modèle de prise en charge des vacances qui pourrait faire tache d'huile. 6 pays ouest africains bénéficieront d'un financement de 13 milliards de francs CFA pour le renforcement de leur système de modernisation agricole. Le montant a été mis à la disposition de la Banque Aura Group par un fonds d'investissement spécialisé. On en reparle dans notre rubrique économique. Et puis, nous ferons incursion dans le domaine du business de la vente de viande et poissons congelés à Abidjan. Quelles sont les réalités inhérentes de ce domaine? Les commerçants parviennent-ils à tirer véritablement profit de cette activité? Reportage en fin d'édition. Alors, mesdames et messieurs, merci encore de nous suivre. On ouvre le journal avec l'actualité académique de ce mercredi qui nous emmène tout d'abord au Sénégal et plus précisément à Thiès où l'Institut supérieur d'enseignement professionnel vient de lancer la phase de recrutement de sa 8e promotion pour l'année académique 2019-2020. 14 filières professionnelles sélectionnées sur la base d'une approche par compétences seront fournies aux étudiants de ce centre de formation dont la mission est justement de mettre sur le marché de l'emploi des jeunes aptes à l'employabilité au bout d'une période de formation de 2 ans. Au terme de laquelle un diplôme supérieur d'enseignement professionnel leur est délivré. Toutes les informations relatives aux conditions d'admission sont à retrouver à l'adresse www.isep.sn ou campussn.sn. Au Burkina Faso, on continue à apprendre même pendant les vacances. Pour leur 5e édition, les ateliers vacances organisés par le centre Napam Beogo à Ouagadougou réunissaient cette année 150 élèves âgés de 6 à 17 ans. Au menu des activités, le dessin, la plastique, ou encore l'agroécologie. Le reportage est signé France 24. Pour leur 5e édition, les ateliers vacances Napam Beogo se déroulent au sein de l'espace culturel Main du Monde 6 à Gunguin à Ouagadougou. Cette année, environ 150 enfants et jeunes âgés entre 6 et 17 ans bénéficient d'une immersion dans les arts plastiques, notamment la bande dessinée et l'agroécologie. Il s'agit, selon les initiateurs, d'occuper sainement les enfants pendant les vacances scolaires. C'est une réponse concrète aussi à une problématique locale, c'est-à-dire comment élargir les propositions d'activités pendant les temps libres des scolaires. On les a mis par groupe, par le groupe de 10 ou du groupe de 15, chaque palette, et eux-mêmes ils ont tracé les lignes et ils ont fait eux-mêmes les pépinières. Outre la sensibilisation sur l'environnement, l'activité vise aussi à permettre aux enfants de se développer sur le plan mental. Entre découverte et initiation, la pédagogie utilisée par des encadreurs professionnels suscite de l'enthousiasme et parfois même de nouvelles vocations. Mon expérience ici est vraiment très enrichissante. On a appris à faire des semis de tomates et de salade. Et aussi nous faisons un cours de dessin et je m'en sors pas mal. Plus tard, si je veux, on peut faire un jardin parce que nous on a un jardin à la maison. Et j'aide parfois mon père à planter. En guise de clôture de la saison des ateliers vacances, un vernissage sera organisé le 28 août 2019 afin de présenter aux parents et au public l'ensemble des œuvres créées dans le cadre du projet. Au chapitre de nos productions maison, nous vous proposons aujourd'hui de suivre un extrait de ce numéro de l'émission Éducation financière. Le thème, c'était la bancarisation. Des informations de taille qui vous seront certainement très utiles dans la compréhension de l'évolution du système des gestions des avoirs financiers. C'était avec Emmanuel Boko. Vous êtes bien dans votre émission Éducation financière pour tous et nous avons comme invité M. Ouattara Souleymane pour le thème « Pourquoi faut-il avoir un compte bancaire ?» Alors, M. Ouattara, nous allons maintenant attaquer l'axe des freins à la bancarisation. Nous remarquons que la banque classique a du mal à s'implanter, surtout sous notre pic. Alors, c'est dû à quoi? Bien, merci. C'est dû à plusieurs facteurs, mais je veux évoquer les plus importants. D'accord. En réalité, on veut imputer aux institutions financières de façon générale
la responsabilité du faible taux de la bancarisation. Mais en tant qu'acteur d'un SFD, je suis à l'aise quand je vous dis que c'est bon de tenir un discours franc et honnête aux populations. Alors, pour comprendre le concept du compte bancaire ou la philosophie des institutions financières, c'est simple. On va avec des exemples basiques. Je ne vous connais pas, vous me dites bonjour et vous me dites, monsieur, est-ce que vous pourriez me faire crédit? Non, je me dis qu'à la limite, ça se rapproche de la mendicité et ce n'est pas normal. Alors, il ne faut pas voir la banque ou bien l'institution financière comme l'acteur, la personne morale à laquelle je m'adresse. Je ne m'adresse que lorsque j'ai un besoin de financement. D'accord. Mais vous voulez qu'il puisse apprécier votre situation sur quelle base? C'est pour ça justement qu'il est important que vous fassiez une émission comme celle-là. L'éducation financière pour tous et le compte bancaire pour tous. D'accord, mais bien d'arriver à cela, il y a l'ouverture du compte, comme vous avez dit, ça engendre des coûts. Il y a peut-être des coûts qui sont peut-être relevés pour une tranche de la population, ce qui fait que les réalités ne sont pas vraiment prises en compte. Mais merci pour la question. Heureusement que l'ouverture d'un compte a un coût. Heureusement que la bancarisation, même le fait de loger son compte dans une institution financière, c'est un coût. Non seulement l'ouverture du compte, mais aussi les offres. Mais bien sûr, voilà. C'est ce que je dis. Heureusement que ce n'est pas gratuit. Parce qu'on a du mal à bien mesurer la qualité de ce qui est gratuit. Mais croyez-moi, ça coûte incroyablement plus cher que de détenir son cash soi-même. D'accord. Parce que si vous voulez mesurer tout le coût d'opportunité, c'est-à-dire que tout ce que la banque vous fait gagner en gardant pour vous votre argent, même sans besoin de crédit auprès de la banque, vous êtes indiscutablement gagnant en confiant votre argent à la banque. La Côte d'Ivoire vise à se doter très prochainement d'un mécanisme de veille stratégique pour consolider ses perspectives de développement à l'horizon 2040. Dans le but d'accélérer la mise en place de cet outil technique, une formation a été organisée par le Bureau national de la prospective et de veille stratégique. À l'endroit des quatre cadres retenus pour animer la phase expérimentale de ce mécanisme, le point dans ce reportage de la télévision ivoirienne. La Côte d'Ivoire, une puissance industrielle unie dans sa diversité culturelle, démocratique et ouverte sur le monde. Loin d'être imaginaire, ce futur souhaité est possible à réaliser selon les résultats de l'étude nationale prospective Côte d'Ivoire 2040. Seule condition à remplir pour y parvenir, instaurer le mécanisme de veille stratégique, mécanisme destiné à suivre l'évolution des différents secteurs d'activité à l'aide d'indicateurs pour une meilleure mise en œuvre des résultats de l'étude nationale prospective Côte d'Ivoire 2040. Bientôt, le mécanisme de veille stratégique entrera dans sa phase expérimentale, ce qui requiert la formation préalable des acteurs concernés. Tant à la direction des études stratégiques, il ne faudrait pas que les études soient en contradiction avec la vision que la prospective se vise. Nous avons pensé à mettre en place une plateforme qui va permettre donc de collecter les données, de les trier, de les analyser et de diffuser l'information utile aux décideurs pour la prise de décision. L'objectif, c'est de faire en sorte que la Côte d'Ivoire puisse mitiger les effets des chocs internes et externes qui pourraient entraver son évolution vers le futur désiré. Cette formation, organisée par le Bureau national de la prospective et de la veille stratégique, a bénéficié du concours financier du PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement. 40 cadres de l'administration publique y ont pris part. Ils ont désormais pour mission de mesurer les progrès et de prévenir des obstacles rencontrés par la Côte d'Ivoire dans sa marche vers le développement.
13 milliards de francs CFA pour renforcer le système agricole en Afrique de l'Ouest et répondre effectivement aux besoins des populations. C'est le but du financement que le fonds d'investissement spécialisé Africa Agriculture and Trade Investment Fund vient d'allouer à la Banque Aura Group. 6 pays sont concernés par ce programme. Il s'agit spécifiquement du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, de la Guinée-Bissau, du Mali et du Niger. 611 397 emplois créés en 4 ans dans le secteur formel ghanéen. Les données émanent du ministère ghanéen de l'Emploi et de l'Insertion professionnelle qui révèle que le taux de chômage est passé de 11,9% en 2015 à 7,1% en 2019, soit une baisse de 4,8 points. Selon le ministère, ces performances ont été réalisées grâce à la mise en œuvre des programmes stratégiques initiés par le gouvernement en vue de réduire la pauvreté et de relancer la croissance. L'économie ghanéenne reste encore fortement marquée par l'informel. 85% des populations actives en faisant partie comptent seulement 15% dans le secteur formel. Bilan positif pour le secteur minier dans l'espace UEMOA pour l'année 2018. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, la BCEAO, note une hausse importante des chiffres de production du phosphate à 2,738 100 tonnes. En 2018, contre 2 307 900 tonnes pour l'exercice précédent. Ce relèvement du niveau de production est à mettre au compte de la bonne santé du secteur au Togo et au Sénégal qui ont connu des hausses respectives de 28,5% et 14,1%. Les exportations de l'or sont également sur une courbe ascendante. Destination des rives du fleuve Ogooué dans le canton de Labarène, au centre-ouest du Gabon. Depuis 23 juillet dernier, le gouvernement a interdit la pêche et la vente de poissons cap dans cette région, suite à la découverte d'une hécatombe de poissons aux abords du fleuve. Pour les pêcheurs, cette situation devient de moins en moins soutenable. Les autochtones vivant essentiellement de cette activité ont fait le point avec la rédaction d'Africa News. Au Gabon, la pêche et la vente de carpes ont été interdites par le gouvernement jusqu'à la fin du mois d'août. Une décision qui fait suite à la mort mystérieuse des carpes en grand nombre à la surface des lacs du fleuve Ogooué, dans le canton de Lambaréné. Certains habitants ont exprimé leur inquiétude devant le manque d'explications détaillées des autorités pour justifier l'interdiction et la mort de ces poissons. Les gens continuent à manger ce poisson parce qu'il n'y a pas de convenant sur ce poisson. Et nous ne savons pas pourquoi les autorités nous ont dit non, il faut arrêter la pêche sans mesure d'accompagnement. Il n'y a rien, on ne nous dit rien jusqu'au jour d'aujourd'hui. Bon, à ce niveau-là, on ne sait pas, vraiment parce que ils nous ont promis de nous dire vraiment la suite de l'analyse, mais apparemment on voit qu'il y a un silence total. Cette interdiction inquiète les populations dont les ressources économiques d'une grande partie sont essentiellement tirées des revenus de la carpe. La seule activité ici c'est la carpe. Si on nous bloque la carpe, on fait comment? Après on ira les braquer, les autres vont voler, et la police va venir derrière les gens. Et ce n'est pas bon. Il faudrait que nous on continue à avoir notre carpe. Je m'adresse au gouvernement, ils doivent nous laisser vendre notre poisson. Je vous remercie. La carpe du site de Lambaréné, située à 250 km au sud de Libreville, est associée depuis plus d'un siècle à l'hôpital Albert Schweitzer, décédé et enterré sur place en 1965. Les chiffres du tourisme sont en hausse au Maroc. C'est ce qui ressort des rapports du ministère marocain du tourisme qui annonce que 5,4 millions de visiteurs ont débarqué dans le pays entre janvier et juin 2019, soit une hausse de 6,6% par rapport au premier trimestre 2018. Des statistiques encourageantes certes, mais tout de même éloignées de l'objectif du gouvernement qui est d'atteindre la barre des 20 millions de tourisme chaque année. Reportage Africa 24. 5,4 millions de touristes internationaux ont visité le Maroc entre janvier et juin 2019.
Une hausse de 6,6% par rapport à 2018 selon les données de l'Observatoire du tourisme. Une industrie touristique en pleine forme qui a permis de générer plus de 32,7 milliards de dirhams, soit une progression de 4,8% par rapport à juin 2018. Cette hausse peut s'expliquer par les investissements sur lesquels se sont engagés les organismes de tourisme et l'État marocain. Il faut savoir qu'au Maroc, des investissements importants ont été réalisés pour améliorer les capacités en termes de nuitées hôtelières. Il y a un développement d'une nouvelle offre, notamment le renforcement de l'offre balnéaire et l'ouverture via cette offre à des clients qui sont de cibles différentes, que ce soit une clientèle particulière, mais également une offre business. Cette hausse profite également aux établissements hôteliers. L'OTM indique en effet qu'un total de 11,46 millions de nuitées a été payé. 72% des touristes étrangers ont été à l'origine de ce chiffre puisqu'ils ont cumulé plus de 8,3 millions de nuitées, mais beaucoup d'entre eux sont passés par la plateforme Airbnb. Les touristes qui réservent via Airbnb sont aujourd'hui hors radar des autorités en charge du développement touristique. Pour moi, ce n'est pas un problème en soi puisque c'est une offre qui aujourd'hui se développe partout dans le monde et avec une cible particulière qui est à la recherche de ce type de prestations. Et donc, si elle ne trouve pas ce type de prestations au Maroc, elle ira les chercher ailleurs. D'ici 2020, le Royaume souhaite atteindre les 20 millions de touristes, un objectif impossible à réaliser selon les experts. Le ministère du Tourisme prévoit donc la publication d'une nouvelle feuille de route d'ici quelques mois. On prend direction à d'Abidjan où nos reporters ont interrogé les populations sur la définition du paradis fiscal. Vous le verrez, les réponses pertinentes, il y en a eu dans ce micro-trottoir. Regardez. Bon, un paradis fiscal, c'est garder de l'argent à l'extérieur. Bon, pour moi, c'est quand tu as un compte à l'extérieur et que bon, dans ton pays, on ne sait pas que tu as ce compte-là. Voilà, je pense que c'est ça un paradis fiscal. Ça peut être une banque qui est fiable, sûre, qui est aussi avantageux pour les clients. Paradis fiscal, j'entends parler de le paradis de l'argent. Un peu bon. Moi c'est ma conception à moi. À ceux qui disent paradis, oui c'est vrai, mais l'argent, quand tu as l'argent, tu as déjà le paradis. Pas d'argent, pas d'économie, tu es plus à l'aise, tu n'as pas de problème avec quelqu'un. Voyons à présent ce qu'il en est exactement. Qu'est-ce qu'un paradis fiscal? Explication dans le doc de la rédaction. Un paradis fiscal est un pays ou territoire à fiscalité réduite ou nulle, c'est-à-dire où le taux d'imposition est jugé très bas en comparaison avec le niveau d'imposition existant dans les pays de l'OCDE. Cette notion nécessite une indulgence du législateur du pays concerné et s'oppose à celle d'harmonisation fiscale. Ces paradis sont réputés pour encourager l'évasion fiscale, des règles laxistes ou le contournement des règles et contribuer à l'augmentation des inégalités dans le monde. L'opacité des systèmes fiscaux et financiers est un critère important, parfois sous-estimé, même si on peut distinguer paradis fiscal et paradis financier. 3 types de paradis fiscaux peuvent être distingués. Les paradis fiscaux à faible imposition sur les personnes physiques, les paradis fiscaux à faible imposition sur les entreprises, les paradis fiscaux à faible imposition sur les personnes physiques et les entreprises. Par exemple, la principauté de Monaco est un paradis fiscal pour toute personne physique qui y réside, à l'exception notable des Français. Toutefois, le taux de l'impôt sur les sociétés est de 33,33% lorsque le chiffre d'affaires provient à concurrence de 25% au moins d'opérations faites directement ou indirectement en dehors de la principauté. L'existence des paradis fiscaux soulève plusieurs types de questions distinctes. La concurrence fiscale, la concurrence économique entre entreprises issues de pays différents, la lutte contre le blanchissement d'argent et le financement d'organisations criminelles, la stabilité du système financier international. Les paradis fiscaux semblent avoir un poids économique majeur de l'économie mondiale qui explique la difficulté pour les pays de l'OCDE à lutter contre eux alors même qu'ils n'ont que très peu de poids politique. En 2008, selon l'avocat fiscal Edouard Chambos, spécialiste du sujet et favorable au maintien du système des paradis fiscaux,
55% du commerce international ou 35% des flux financiers transitent par les paradis fiscaux. C'est bien la preuve qu'ils constituent aujourd'hui un rouage essentiel de notre économie. Gestion d'actifs. Les paradis fiscaux concentreraient selon les estimations environ 10 000 milliards de dollars d'actifs gérés. Selon le quotidien économique français, La Tribune en 2008. Pour ce mercredi, notre dossier entrepreneuriat s'intéresse au business des poissonneries à Abidjan. Ces espaces de vente de poissons frais ou de viande fraîche ont connu un printemps assez marqué dans les années 2000 avant de subir les effets des mutations économiques en cours. Gros plan sur ce secteur porteur d'emploi avec Christian Ago et Dali Seri-Crepin. Depuis la fin des années 1990, la Côte d'Ivoire connaît une explosion des initiatives entrepreneuriales. Avec la persistance de la crise socio-économique, des secteurs d'activité encore occultés ont su être explorés par les populations, à l'instar de la vente de proximité de poissons et de viande congelée, communément appelées poissonneries que l'on retrouve un peu partout dans les quartiers des grandes agglomérations de la locomotive de l'Afrique de l'Ouest, dont Abidjan, la capitale économique. Pendant plus d'une décennie, cette activité a constitué une véritable lucarne pour les micro-entrepreneurs en raison de son niveau de rentabilité absolument attractif. Certes, la mise en place de cette activité requiert un investissement relativement important pour le portefeuille lambda puisqu'il faut déjà avoir les moyens de location de magasins, les moyens d'approvisionnement en produits alimentaires et la stratégie de conquête de la clientèle. Mais une fois installé, le commerce peut s'avérer véritablement juteux. Bon, parce que souvent il y a des poissons, il y a des cartons qui ne sont pas bons. Si les cartons sont bien même là, souvent tu peux avoir un bénéfice de 15 000, 10 000 pour rentrer à la maison. Souvent 20 000 même tu peux rentrer à la maison avec ça. Tu fais ton marché, le peu qui reste, tu vas pour s'occuper de tes enfants, c'est là que tu vas enlever pour aller mettre tes enfants à l'école pour leur avenir. Comme toute activité, l'une des plus grosses difficultés des commerçants réside dans la viabilité d'un circuit d'approvisionnement, la plupart des produits vendus étant importés. Actuellement, nous avons des problèmes d'argent pour rentrer sur le port. Tu as vu, on a des problèmes. Maintenant, là, si tu n'as rien, tu es obligé de prendre dans les mains de ceux qui quittent au port, en gros. Eux, ils vont ajouter leurs bénéfices. Pourtant, si toi-même tu as les moyens, tu peux rentrer au port. Cette situation conjecturelle, amplifiée par la concurrence acharnée dans le secteur, a fini par créer une sorte de saturation en ce qui concerne les gains. Pour beaucoup, les poissonneries ne rapportent plus autant, même si la persévérance peut parfois constituer un déclic. Regardons maintenant les taux de conversion du franc CFA zone ouest africaine. La direction de 2EF TV vous informe que vous pouvez avoir l'ensemble de ces émissions sur YouTube et de ces journaux qui sont présentés en direct sur notre chaîne. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci encore de nous suivre tous les jours. Bonne soirée à vous.